10h sur Public Sénat. Nous apprenons effectivement la démocratie. C'est assez nouveau et pour ce qui me concerne, je considère que c'est indispensable. Nous avons d'ailleurs changé nos statuts pour que dans ce domaine on progresse. J'espère que pour 2016, pour les primaires, nous serons au point. Voilà, ils ne sont pas encore tout à fait au point, mais certains se préparent déjà activement pour la fameuse primaire présidentielle. Alors, quelle est la stratégie des différents prétendants de l'UMP ? Comment tentent-ils de se démarquer sans qu'on puisse les soupçonner de ne pas jouer collectif? Et comment reconstruire une image écornée par des mois de guerre Fillon-Copé? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François, Jean-François et peut-être même Nicolas, avec nous 4 invités. Michel Bétan, communicant chez Havas Worldwide et excellent connaisseur de l'UMP puisque vous avez, dans une vie antérieure, longtemps travaillé avec Xavier Bertrand, y compris quand il était à la tête de l'UMP. Philippe Lunchener, communicant également. Alors vous avez accompagné Arnaud Montebourg pendant la primaire socialiste de 2011, où il a surpris par son score. On verra ce que vous pensez de la stratégie des différents prétendants de l'UMP. Florence Hegel, politologue et spécialiste de la droite. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission pour analyser les discours et les postures. On va commencer par celle de François Fillon. L'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy a l'air de prendre de plus en plus ouvertement ses distances avec celui qui fut son ex-patron. Ce fut le cas notamment dans un documentaire diffusé tout un symbole pour les 1 an de l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Il y avait une différence d'approche qui est irréconciliable, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pense que le Front National est à combattre parce qu'il affaiblit la droite et parce qu'il nous fait perdre, ce qui s'est d'ailleurs passé à l'élection présidentielle. Moi, je pense que le Front National est à combattre parce qu'il, comment dirais-je, est en dehors des limites du pacte républicain tel que je le considère. Voilà. Et ça, c'est une vraie divergence. Donc cette déclaration a beaucoup fait parler et cette prise de distance s'est reproduite quelques temps plus tard. Prise de distance pourtant qui commence par une critique de l'action de François Hollande. Regardez. Ou plutôt écoutez. Donc on n'est pas du tout dans une situation qui permet de sortir d'une crise qui est grave, dont François Hollande n'est évidemment pas le seul responsable, qui est porté par 20 années pendant lesquelles un certain nombre de décisions n'ont pas été prises. Simplement, sa politique va aggraver les choses. François Hollande vous a répondu par avance hier, globalement, enfin à l'opposition. En substance, la droite nous reproche de ne pas avoir fait en 1 an ce qu'elle-même n'a pas fait en 10 ans. François Hollande oublie vite quand même que l'une des décisions les plus funestes pour la compétitivité de l'économie française a été prise par la gauche avec les 35 heures. Que vous n'avez pas abrogé. Et moi je n'oublie pas que nous n'avons pas abrogé cette mesure, même si nous l'avons corrigée avec notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui, nous n'en avons pas fait assez, mais ça n'est pas une raison aujourd'hui pour mener une politique qui est une politique qui aggrave les difficultés. Voilà, nous n'en avons pas fait assez. Pas mal d'autocritique. Alors un ancien Premier ministre, resté 5 ans, qui fait comme ça l'inventaire du bilan de son gouvernement. Que pensez-vous de cette posture, Michel Bétan, qu'il adopte là depuis quelque temps, François Fillon? C'est marrant parce que ces 2 extraits, il y a 2 choses. Ce que j'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec la stratégie conduite par Nicolas Sarkozy pendant l'élection présidentielle. Et ensuite, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, il n'a pas arrêté de dire pendant toutes les années passées qu'il fallait supprimer les 35 heures. Et dans l'extrait que nous avons écouté, évidemment, on a bien compris que c'était une autocritique de son action. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la posture que François Fillon a décidé d'adopter. En réalité, cette première émission n'était pas son premier acte d'indépendance. Juste avant, pendant la campagne interne à l'UMP pour la présidence, il a fait une interview dans Le Point, dans laquelle il commençait déjà à critiquer fortement l'action de Nicolas Sarkozy. Là, c'est beaucoup plus loin, parce qu'en réalité, il est sur un des marqueurs forts de la future campagne de 2017, quelle attitude vis-à-vis du Front National. Voilà. Et sur le fond, par contre, là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est le premier à avoir dit « la France est en faillite ». Mais qu'est-ce qu'il a fait pour éviter que la France tombe en faillite ?
Donc il est dans une posture qui, à mon avis, irréconciliable avec la campagne de 2016 où il va se retrouver en contradiction permanente entre ce qu'il a pensé et ce qu'il n'a pas dit, et ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas fait. D'accord, oui, donc vous dites, j'ai dit, j'ai pas fait, j'ai pas dit. En même temps, vous dites j'ai, mais il y a aussi Nicolas Sarkozy derrière. C'est peut-être aussi le bilan et l'inventaire du sarkozysme qui fait là, Philippe Lenchener. C'est bien qu'on commence par ça parce que c'est fondamental. Le succès de la primaire socialiste, c'est pas uniquement des gens et puis le fait que le talent des uns des autres, etc. C'est le métamonde qui était le leur. C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette primaire a été réussie, c'est qu'auparavant il y a eu 4 conventions. Il y a eu 2 conventions générales, 4 conventions thématiques, les laboratoires des idées, Terra Nova, Jean Jaurès, qui ont travaillé et ils ont eu un socle commun. Ce faisant, le socle commun a permis qu'il puisse y avoir ce débat et surtout une chose fondamentale, c'est que les médias ne soient pas maîtres de l'ordre du jour et que l'ordre du jour, ce soit eux, par leur thème, qui se l'imposent. Là, si ce travail n'est pas fait, ça va être une boucherie terrible parce que ce seront les médias qui pourront tranquillement interroger l'un, interroger l'autre, les mettre face à des contradictions fondamentales et ça va être terrible pour eux, ce sera un carcan et un étau dont ils ne pourront pas sortir. En fait, ce que vous entendez là dans ce que dit François Fillon dans ses extraits, c'est ça sent le carnage. Vous dites pas, bilan, inventaire, ou parlez vrai aussi, non, Denis Bertrand, parce qu'il y a quand même ce qui est frappant et ce qu'on entend et ce qui a beaucoup frappé. Mais les deux peuvent exister, c'est-à-dire qu'effectivement, un carnage dans le parler vrai. Non, il peut y avoir du parler vrai, il peut y avoir des positions de l'un de l'autre. Ce que vient de dire Michel est effectivement frappé du sceau du bon sens, mais il n'empêche que ça part mal en termes de cadre, car une primaire se passe dans un cadre. Parce qu'il n'y a pas François Fillon tout seul, il y a un cadre. Alors juste sur cette dimension parler vrai... Je trouve que le discours de François Fillon est caractérisé par une sorte de dureté feutrée. C'est-à-dire qu'il a un ton très doux pour dire des choses très dures. Il adopte des énoncés presque sur un ton monocorde pour dire des choses qui sont en fait plus radicalement violentes dans les 2 extraits qu'on a vus, du côté de sa relation avec Nicolas Sarkozy que du côté de sa relation avec François Hollande. Son opposition à Nicolas Sarkozy est nommée irréconciliable, alors qu'avec François Hollande, elle est évoquée comme graduelle, comme partage, comme co-responsabilité. Donc il y a un fossé qui se creuse dans la gestion du conflit. Il accentue les différences avec Nicolas Sarkozy et puis il reconnaît sa part de responsabilité quand il s'agit de critiquer l'action du gouvernement actuel socialiste. Un petit mot, puis je vais faire réagir Florence Hegel. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy par l'ensemble des principaux leaders de l'UMP, c'est qu'il aura interdit de faire un exercice critique des 5 ans passés. Et que chacun, à sa façon, va devoir le faire. Parce que tant qu'ils ne l'auront pas fait, ils ne pourront pas avancer. C'est ça le problème. Et je pense que François Fillon, lui, ne veut pas être enfermé là-dedans. Et il a décidé le premier, parce qu'il était Premier ministre, et qu'il était le premier sans doute à pouvoir passer de l'autre côté, à commencer cette autocritique. D'accord. Alors oui, Florence Hegel, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une différence peut-être plus marquée et qu'il accentue la différence avec Nicolas Sarkozy. C'est aussi une rupture dans son discours, parce qu'avant, ils étaient beaucoup essayés, et notamment au moment du fameux match avec Jean-François Copé, à la critique frontale du PS. Là, il y a une évolution aussi dans son discours. Surtout lors du débat sur primaire, donc avec Jean-François Copé, il n'avait pas du tout été aussi net dans sa position vis-à-vis du Front National. On se rappelle au contraire qu'il avait essayé d'être très prudent et de ne pas trop se mouiller. Et moi, je reprendrai cet aspect des choses que Denis Bertrand a souligné, c'est-à-dire que ce qui est très net, c'est que lui, il se met en position de défendre des valeurs, alors que Nicolas Sarkozy va chercher des voix. Et il redécouvre une distinction qu'un anthropologue britannique du politique a mise en avant, c'est-à-dire d'un côté il y a les règles pragmatiques, comment on fait pour gagner, et d'un côté il y a les règles normatives, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et lui, on le verra d'ailleurs dans ces différentes prises de position, il est toujours du côté des règles normatives depuis l'échec de la primaire en novembre 2012. Et un petit mot peut-être sur le parler vrai, parce qu'il y a alors vous dites, bon, il faut parler vrai plus autre chose, mais on voit qu'il est vraiment dans cette logique, moi je veux dire la vérité, ou du moins ce que je pense être la vérité, quitte à pas être d'accord avec ce qu'on a pu faire, quitte à être parfois d'accord avec la gauche. Ça c'est une tradition du discours de droite, c'est quelque chose qui peut plaire aux militants UMP, parce que c'est quand même eux qui vont voter en priorité, les
les uns et les autres? Je crois désormais, il y a un sujet qui s'impose à tous, c'est qu'au-delà du parler vrai, il y a l'agir vrai. Et que maintenant, il y a une accélération incroyable de la démocratie avec ce quinquennat, qui fait que les actes, et les actes fondateurs lourds et symboliques, soit vous les avez faits et vous avez des marqueurs, soit vous ne les avez pas parler faits. vrai sert à rien. Et ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il faut parler vrai, mais il faut agir vrai. Et là, François Fillon risque d'avoir, et avec tout le respect qu'on peut avoir pour Philippe Séguin, un syndrome comme quoi on n'échappe pas non plus à sa culture, c'est qu'il y a beaucoup de discours, et puis ensuite on rentre souvent dans le rang. Et là, c'est quelqu'un qui est souvent rentré dans le rang. D'accord, oui, sur le parler vrai. Sur le parler vrai, je crois que François Fillon, il a essayé d'en faire un marqueur, parce qu'en réalité, il faut juste rappeler quelque chose. Il a toujours été dans une posture de parler vrai. Le problème de François Fillon, c'est pas le parler vrai, c'est l'agir vrai. D'accord, donc... C'est ça, donc autrement dit, ça suffit plus de parler, et en plus, on vient de s'apercevoir de quelque chose, c'est qu'avec ce qui s'est passé depuis 1 an, et Hollande à la tête de l'État, on ne pourra plus, dans 4 ans, refaire ce que François Hollande a fait. On pourra plus dire... tout va bien, il n'y a pas de crise. On ne pourra plus dire des choses du type vous inquiétez pas avec moi, c'est fini. Tous les hommes politiques ont compris que le réel lui, il dit est pas plus vous inquiétez fort. pas. Lui, il dit pas vous inquiétez pas. Il dit où il faut s'inquiéter et on aurait peut-être dû plus s'inquiéter avant. Il a dit des choses extrêmement fortes, François Fillon. Je ne suis pas là pour le défendre, mais je remarque qu'il a été, il faut supprimer les 35 heures, je veux supprimer l'ISF. Il a dit des choses extrêmement fortes. Le problème, c'est on peut dire et au moment de faire, c'est autre chose. D'accord. Alors, donc assez critique, hein, je vois, sur la stratégie de communication de François Fillon et son fameux parler vrai. On va voir ce que vous pensez de celle de Jean-François Copé. Alors, c'est pas tout à fait la même, hein, parce que faut bien dire aussi qu'il y a un point sur lequel les deux se démarquent clairement, c'est que François Fillon a bien dit qu'il serait candidat quoi qu'il arrive, à la fameuse phrase que tout le monde a retenue. Et là, il se démarque clairement de Jean-François Copé. Écoutez-le, il l'explique très clairement. 2017, c'est loin. Moi, à titre personnel, je n'ai qu'une idée aujourd'hui, dans mes fonctions de président de l'UMP, c'est de préparer les élections municipales de 2014. C'est loin, mais François Fillon, il pense déjà. C'est loin, mais François Fillon, il pense déjà. Non, mais si je peux juste aller jusqu'au bout de ma réponse, je vous donne mon point de vue. C'est très respectable de songer à l'élection présidentielle et de songer à 2017. Vous-même, il y aviez songé à 2017. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que si on veut avoir une chance de remporter l'élection présidentielle de 2017, il faut d'abord être certain d'avoir remporté l'élection municipale de 2014, pour une raison d'ailleurs très simple. Et c'est tout l'objet du travail que nous faisons aujourd'hui. C'est qu'il nous faut reconquérir le cœur des Français. Si on vous entend bien, François Fillon ne joue pas le jeu de l'UMP, le jeu de la reconquête des Français. C'est ce qui ressort de vos propos. Pas du tout. Mais en plus, je sais pas, là, vous avez préparé vos questions avant d'écouter mes réponses. C'est pas ce que je dis. Je suis justement en train de vous dire que tout ça est éminemment respectable, mais que dans ma fonction de président de l'UMP aujourd'hui, le rôle qui est le mien, il est de rassembler. Voilà, mon rôle, c'est de rassembler, rassembler, qu'on entend beaucoup en politique, hein, quitte à faire parfois un peu tarte à la crème. Alors, que pensez-vous de sa manière de l'employer, Denis Bertrand ? Je crois que le contraste entre les deux comportements politiques, les deux récits, est ici complètement frappant. C'est-à-dire que Jean-François Copé revendique un réalisme programmatique. On commence par une opération et ensuite on passe à une autre, etc. On dessine un programme. Et du même coup, il fait apparaître son rival comme celui qui est occupé uniquement par les fins dernières. Celui qui vise les fins dernières, il est dans l'idéalité, il est dans le discours, alors que celui qui est sur le terrain, c'est celui qui s'occupe d'aujourd'hui et de demain, c'est celui qui fait les petits programmes, qui fait la petite cuisine, qui fait le travail de l'immédiat, et qui fait ses petits programmes. C'est un peu la fourmi, il est un peu la fourmi, et l'autre est la cigale. Enfin, il construit une sorte d'opposition de ce type-là, je dirais. Voilà, lui qui s'intéresse vraiment à la réalité des Français, etc. Donc on voit bien l'opposition qui cherche à construire. En même temps, ça s'écoute quand même aussi à l'aune d'un conflit qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça entre les deux. Alors ce mot de rassemblement dans sa bouche, je ne sais pas comment il s'entend et comment il peut être entendu, Florence Hegel, par les sympathisants et les militants UMP. Là, il est dans la logique de sa position et de son rôle. Hein, en tant que président du parti, il ne peut dire que ça. Et il le dit, mais il le dit de manière très différente de ce qu'il disait lors de la primaire. Hein, on voit que dans son ton, dans la manière de se positionner, autant il pouvait être cassant, il pouvait être combatif, belliqueux pendant la primaire, autant là... il est belliqueux vis-à-vis du journaliste, quand même. Voilà, à peine. Donc je pense qu'il est vraiment dans sa logique de président du parti. Par ailleurs, il est vrai qu'en 81...
la gauche a commencé la reconquête par la conquête municipale et par le fait de reconquérir des villes, et qu'il a ce modèle en tête. Hein, et donc, c'est ça qui met en avant comme récit, mais aussi comme stratégie, je dirais, hein, et qui a une logique très forte. Bien sûr, après c'est vrai qu'il y a la fonction, évidemment, chacun a peut-être un peu la stratégie de sa fonction ou du fait qu'il a été candidat malheureux à cette fonction pour François Fillon, mais du coup ça pose la question du positionnement des deux, lequel est aujourd'hui dans une stratégie plus risquée, avec un discours aussi qui est peut-être plus difficile à tenir. Alors vous avez dit François Fillon, visiblement c'est pas facile, et pour Jean-François Copé, Michel Bétang? Déjà, Jean-François Copé, il espère une chose, c'est que les Français ont oublié ce qu'il a dit juste il y a quelques années. Vous vous souvenez, en 2007, septembre 2007, Nicolas Sarkozy, ça fait 4 mois qu'il est à l'Élysée. Il a été le premier à dire « je serai candidat en 2017, quoi qu'il arrive ». Oui, c'est pour ça qu'on entend souvent un peu ça encore quand on écoute Jean-François Copé. Enfin, ceux qui ont la mémoire. Il espère que dans son positionnement, sa posture, mais comme il fait des va-et-vient tout le temps, un jour je serai candidat en 2017, et après, si Nicolas Sarkozy revient, je ne serai pas candidat en 2017, et puis en fait, je serai candidat aux primaires, quoi qu'il arrive. Ça va aller dans tous les sens. Donc moi, je pense que sa stratégie, elle est incompréhensible. Elle est illisible pour les Français. Mais oui. Même là, où il est dans cette posture évidente. Alors, je parle de deux choses. Là, on parle de 2016. Hein. Maintenant, il y a sa posture de 2016 et sa posture de président de l'UMP. Tous les présidents de l'UMP, Juppé, Sarkozy, en passant par Devedjian, Xavier Bertrand ou Jean-François Copé, quand on est président de l'UMP, on n'a pas le choix. Il faut rassembler. Si on ne rassemble pas, on se prend les balles de partout. Donc, si vous prenez tous les extraits de tous les présidents de l'UMP et de tous les présidents de parti, le mot rassemblement, c'est quand on s'assoit dans son siège de président, on l'a en héritage. Voilà. Oui, puis vous distinguez le fait effectivement qu'il faille rassembler quand on est à la tête du parti, et puis à côté de ça, il y a la stratégie pour 2016, et l'un n'inclut pas l'autre, si j'ai bien compris. Donc pas mal peut-être pour les municipales, pas terrible pour 2016, votre avis ? Mon avis, c'est que dans le quinquennat... le temps passe vite. Alors, et le temps passe d'autant plus vite qu'il y a, et je crois que les hommes politiques et les femmes politiques n'ont pas encore tiré la logique de cela, il y a un sale poste, c'est patron de parti. Et il faut avoir le courage, mais qu'est-ce que c'est dur, parce qu'on manque de recul encore. Et je le vois, moi, dans des discussions que j'ai avec certains, il faut qu'ils réussissent tous à comprendre qu'il ne faut pas être patron de parti. Ou alors qu'il faut être patron de parti au moment où on reconstruit, au moment où on n'a absolument aucune ambition personnelle de ce type, de cet ordre, et qu'ensuite il faut partir pour être libre. Ce qu'a fait François Hollande, parce qu'il y en a un qui a été patron de parti, mais ce qu'a fait Lionel Jospin, ce qu'avait fait Ségolène Royal. Donc là vous dites en fait, là il est tellement dans son rôle de patron de parti que finalement il va avoir du mal, il est prisonnier de son rôle. Si je peux me permettre, dans l'histoire politique, à droite notamment, c'est qu'il fallait toujours être à la tête du parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Je vous rappelle, Juppé en 2002, il prend l'UMP parce qu'il veut être candidat. Sarkozy le fait parce qu'il veut être. Et ainsi de suite. Et là, ça marche plus. Là. En réalité, non, parce qu'il y a un nouveau logiciel. Le nouveau logiciel, c'est quoi? C'est qu'il y a la primaire. C'est la primaire. Et la primaire, elle change tout. Maintenant, nous savons une chose. Celui qui sera à la tête du parti ne pourra jamais être candidat aux primaires. D'accord. Oui, sur ce positionnement aussi par rapport à la primaire, parce que vous parliez de son discours en tant que patron de parti, mais par rapport à la suite. Vous vous rappelez, François Fillon s'était trompé d'élection à la dernière élection pour la sélection de la présidence de l'UMP. Tout le monde avait dit à juste titre, il n'a pas fait l'élection du parti. C'est vrai que Jean-François Copé, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir sortir d'une primaire, c'est évident, avec une image partisane. Donc ça, c'est un élément qui est certain. C'est pour ça qu'en 2015, il ne sera pas candidat. Mais comme vous disiez, il a des choses à faire oublier peut-être aussi. Il a peut-être aussi envie de se démarquer d'un discours qu'il a pu tenir. Donc ça peut être pas mal, cette position. Non, je crois qu'il veut arriver. Il veut arriver en 2016 avec une chose, j'ai gagné les municipales, j'ai gagné les européennes, je reconquiers le Sénat, je gagne les régionales et je gagne les cantonales. Et j'arrive en 2015, en 2016 à la primaire avec je suis le vainqueur de tout. Voilà. Alors vous avez parlé du rôle très difficile de patron de parti. Alors juste avant Jean-François Copé, il y avait Xavier Bertrand dont vous avez parlé. Il avait envisagé de concourir à la tête du parti l'an dernier avant d'y renoncer, mais pas faute d'ambition. Écoutez. Je serai candidat à la primaire pour l'élection présidentielle de 2017. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne me lance pas dans la compétition pour la présidence de l'UMP. C'est-à-dire ? Celui qui sera élu à la tête de l'UMP ne sera en rien le candidat naturel pour la primaire de 2016 en vue de la présidentielle. Voilà, que Jean-François Copé se le tienne pour dit. Et depuis, Xavier Bertrand parle lui aussi beaucoup de rassemblement.
dans toutes mes fonctions, surtout moi qui étais à la tête de ma famille politique, s'il y en a bien un qui a conscience que sans l'unité on ne pourra pas gagner, c'est moi. Que deuxièmement, quand je ne suis pas candidat à la tête de l'UMP en septembre dernier, c'est parce que je pense qu'il faut jouer la carte de l'unité. Et je suis toujours dans cette logique. Parce que vous pensiez que vous n'aviez aucune chance de remporter l'élection. Je l'ai dit, mais c'était pas seulement ça. Je pouvais très bien faire valoir mes idées, mais je pensais que ça ajouterait de la confusion, mais je n'imaginais même pas la violence qu'on a pu rencontrer dans cette élection. Quand je propose qu'on ne revote pas en septembre, mais que cette question soit tranchée par les militants, c'est toujours la même logique. L'unité de notre famille politique avant tout. Donc vous comprenez bien que je risque pas, moi, de rentrer dans le bal ou dans le jeu des petites phrases, et que ceux qui ont des talents pour les petites phrases, qui les utilisent contre la gauche, mais pas au sein de notre famille politique. Voilà, on sent les messages subliminaux à certains qui ont des talents pour les petites phrases. Alors c'est qui, tiens, vous qui connaissez bien, qui sont ces gens qui ont des talents pour les petites phrases, qu'on soit éclairé très rapidement? Bon, d'abord, c'est compliqué pour moi de commenter des propos d'une personne avec laquelle j'ai travaillé quelques années, donc non, mais juste, le téléspectateur le sache bien. Il est dans une posture qui est totalement différente. D'abord, il a une contradiction à quelques mois d'intervalle. En septembre, il dit « Je ne suis pas candidat à la tête de l'UMP parce que je suis candidat à la primaire de 2016 ». Et là, il vient de nous dire « Je n'ai pas été à la présidence de l'UMP parce que l'unité avant tout ». Donc il y a une petite contradiction dans son explication. Moi, je pense simplement qu'en réalité, il essaie de trouver une posture totalement différente des autres. Ah bon? Pourtant, il n'arrête pas de dire rassemblement comme Jean-François Copé. Non, il ne dit pas rassemblement, il dit unité. C'est totalement différent. C'est totalement... Oui, écoutez, il a répété 45 fois le mot unité. Pourquoi? C'est pas pareil, unité. Non, parce qu'il dit quoi? Il veut se démarquer. Fillon, Copé passent leur temps à se battre matin, midi et soir. Et puis, il y en a d'autres qui passent leur temps, Wauquiez, Copé, à se taper dessus. Et donc, vous avez vu, et puis NKM Pelletier. Et puis, donc, il dit non, moi, je ne jouerai pas ce jeu-là. Donc, je suis dans une posture différente, dans une posture que les militants attendent. D'accord. Alors vous allez voir quand même là, rassemblement, unité, vous faites aussi la différence, cette différence très nette. La différence, elle est sensible. Enfin, d'abord je dirais que le tableau qui vient d'être dressé par Xavier Bertrand est un tableau de la discorde absolument inouï. C'est-à-dire que il nous décrit l'envers de ce qu'il dit. Et la réalité, c'est celle de cette désunion, de ces conflits, de cette violence dont il parle. Je n'imaginais pas la violence. Donc ça, je crois que c'est très intéressant, parce que c'est une espèce de contre-discours qui est sous-jacent à celui qui s'énonce. Et la deuxième chose, sur le rassemblement et l'unité, le rassemblement, c'est un chemin, et l'unité, c'est un état de fait. Subtile distinction quand même, oui. C'est aussi souvent autour de quelqu'un. On se rassemble autour de quelqu'un, et c'est le vocabulaire de la droite de l'UMP, on se rassemble autour du leader. Alors que lui, justement, là, si elle emploie un autre mot, et ça a un sens, ça veut dire qu'il n'y a pas le leader dans le tableau. Ah, intéressant, oui. C'est-à-dire que quand Jean-François Copé parle de rassemblement, il y a un peu le côté rassemblez-vous, moi je rassemble autour de moi. Lui, l'unité, il ne se met pas forcément dans le jeu, c'est ce que vous dites. Surtout, n'oubliez pas dans le premier extrait ce qu'il dit. Il dit celui qui sera à tête du parti n'est pas légitime pour être candidat. Donc il faut bien écouter ce qui est dit. C'est pour ça que l'analyse est très juste. Il y a une culture de retard. Il y a une culture de retard, et le mot même de parti est une culture de retard. On voit que, et c'est pour ça que je suis très dubitatif sur cette histoire. Oui, parce que lui, c'est le challenger, en fait. Oui, mais justement, il faut se poser la question de l'intérêt d'être, entre guillemets, le troisième homme, surtout que la dernière primaire montrait que le troisième n'est pas forcément celui qu'on attendait, et que généralement le 1 et le 2 confirment. Le troisième est complètement aspiré par le bas, et c'est quelqu'un qui passe. Regardez Ségolène Royal, Arnaud Montebourg. Donc je crois qu'il y a un gros risque à vouloir être le troisième homme dans ce type de campagne, et je me l'explique mal. Et par contre, ce que je crois, c'est que il y a la tentative là d'une candidature sociologique, c'est-à-dire d'une candidature qui flatte les militants de base du parti face à l'énarchie, et d'être celui qui les représente et qui les connaît. Là, il y a la tentative de flatter les membres d'un parti, alors qu'une primaire, c'est sympathisant plus membres d'un parti, et plus de sympathisants que de membres d'un parti. Et ce type d'attitude, ce type d'appel, je lui vois peu d'avenir. Moi, je dis juste une chose. La primaire, c'est pas du tout ce que vous croyez. La primaire, il y a un précédent qui s'appelle la primaire du PS. Vous avez quelqu'un qui fait 5% des voix et qui est le roi du pétrole derrière, qui s'appelle Manuel Valls, et qui prépare le futur. Donc, moi, je dis qu'il y a deux logiciels. Il y a un logiciel que vous décrivez et il y a un logiciel politique qui est totalement différent, qui est empreint de ce qui s'est passé en 2012, en 2011, lors de la primaire du PS. Et je pense que vous allez... Pourquoi la primaire du PS? C'est que ce qui compte, c'est pas seulement le score à la primaire, c'est comment ça permet de se positionner après. Mais bien sûr, et c'est le rapport de force que vous installez et le fait que vous négociez. Donc tout ça doit rentrer en ligne de compte, bien évidemment. Même si la primaire, vous avez raison, ne s'adresse pas aux militants, il ne faut pas oublier une chose. Ceux qui démarrent une campagne, une primaire, c'est avant tout le bloc des militants pour aller chercher les sympathisants. Et c'est pas l'inverse. On a parlé un peu de ces positionnements un peu
généraux. Alors après, il y a des moments, des épisodes où les différentes stratégies plus personnelles des uns et des autres s'illustrent. Et alors, ça nous a paru particulièrement éclatant lorsque François Hollande a demandé aux ministres socialistes de rendre public leur patrimoine suite à l'affaire Cahuzac. Alors, il y a eu toute une question à l'UMP, c'est faut-il emboîter le pas ou pas? Quand on est un opposant, on commence par le choix et les arguments de François Fillon. Je récuse l'expression de moralisation de la vie politique. Je récuse l'idée que les hommes politiques soient tous corrompus, comme on essaye en ce moment de le faire croire. Et je dis à François Hollande que l'attitude qu'il a choisie n'est pas une attitude de chef, c'est pas une attitude de président de la République. Alors je vois bien qu'il y a maintenant une sorte de doute qui plane sur l'ensemble des responsables politiques. Et c'est pour ça que vous avez choisi de dévoiler. C'est pour ça que je dis, même si je n'aime pas ce voyeurisme, je publierai la déclaration de patrimoine que d'ailleurs depuis des années je fais au début de mon mandat à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale et à la fin de mon mandat. Vous nous avez dit je veux la révéler ce soir. Non, je vous ai dit que je la patrimoine. tenais à votre disposition. Je suis propriétaire d'une maison dans la Sarthe que j'ai achetée il y a 20 ans, 440 000 euros. J'ai moins de 100 000 euros d'épargne et j'ai 2 voitures qui ont plus de 10 ans. La valeur de votre maison, pour aller jusqu'au bout, vous l'avez achetée il y a 20 ans, 440 000 euros. C'est l'argent que j'ai en empruntant. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaut à peu près 650 000 euros. C'est mon seul patrimoine, je n'ai rien d'autre. Voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est que François Fillon est quelqu'un qui n'aime pas le voyeurisme, il le dit assez pudique, et puis là, il y va, hein. Il donne quand même son patrimoine avec les détails, alors contrairement à Jean-François Copé, qui lui refuse d'emboîter le pas au PS. Hier soir, François Fillon a révélé son patrimoine. Est-ce que vous-même, vous allez faire de même? Ah, mais naturellement, je le ferai. Le jour où la loi le prescrira, ça va de soi, c'est la moindre des choses. Pourquoi pas tout de suite? Tout simplement parce que je ne concours pas à ce numéro de voyeurisme, d'hypocrisie dans lequel M. Hollande souhaite aujourd'hui jeter un espèce d'écran de fumée qui n'a échappé à personne pour faire oublier une affaire qui n'a rien à voir, qui est celle d'un de ses ministres qui a tout simplement menti et fraudé le fisc. On est donc en train de tout mélanger. Voilà, je ne concours pas à ce numéro de voyeurisme. Alors, est-ce à dire que François Fillon le fait? On vous fera réagir Denis Bertrand. Mais juste avant, on écoute la réaction de Jean-François Copé à l'attitude de Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez, à l'époque, soutien de François Fillon, qui est non seulement le premier à l'UMP à communiquer son patrimoine, hein, c'est dans le JDD avec une belle photo, mais qui va jusqu'à approuver les propositions du PS en matière de transparence. Et là, ça agace beaucoup Jean-François Copé. Est-ce que vous en voulez à Laurent Wauquiez d'avoir dit oui, finalement, à toutes les propositions sur la transparence que fait Jean-Marc Ayrault? Enfin, moi, vous savez, personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire sur les uns et les autres. J'ai surtout entendu... On a senti quand même qu'à droite, ça tanguait. J'ai surtout entendu la colère de beaucoup de députés, de sénateurs UMP, devant le fait que certains avaient tendance à jouer de manière extrêmement personnelle, au point d'avoir même parfois un réflexe un peu infantile. Ouais. Bon, voilà, je crois que chacun l'a compris. Je crois surtout que cela a créé, et je le regrette en tant que président de l'UMP, une diversion inutile. D'une certaine manière, il a, je ne peux pas croire qu'il l'ait voulu, donné un coup de main à Hollande. Voilà, je ne peux pas croire qu'il l'ait voulu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est quand même bien après la fameuse guerre entre fillonistes et copéistes, mais on voit qu'à la moindre étincelle, pouf, le rassemblement, où est-il ce rassemblement dont on nous parlait? Du coup, d'abord, petite réaction sur les mots employés par Jean-François Copé, Denis Bertrand. Je dirais qu'il emploie un langage de spectacle. Il transforme en spectacle un spectacle, un petit spectacle, quoi, et un système d'écho, où tous les mots renvoient les uns aux autres. Je veux dire, le voyeurisme dans la bouche de Jean-François Copé renvoie au voyeurisme, le même mot, dans la bouche de François Fillon la veille au soir. Oui. Qui dit qu'il est contre ce numéro de voyeurisme, mais en fait, il sous-entendu, il le fait quand même. D'abord, je dirais, j'étais très frappé par le fait que François Fillon résiste à l'aveu. Il résiste à l'aveu et il entend le faire payer cher. Il révèle
patrimoine après avoir dit qu'il le tenait à la disposition. Il enchaîne immédiatement en le révélant. Mais il dit qu'il le tient à la disposition. Donc il résiste très fortement à ce qui apparaît comme un aveu. C'est ce qui fait la force de cette séquence. On a l'impression qu'il va complètement contre sa nature. Et en même temps, il entend le faire payer cher, c'est-à-dire d'une critique radicale contre le chef de l'État. Il ne se comporte pas en président de la République. Et surtout en chef. En chef, oui, ça c'est un mot qui parle à la droite, ça, en chef, non? C'est véritablement un mot de ce qu'on appelle un parti charismatique, tout autour de la culture du chef. Et quand même, François Fillon est complètement dans cette tradition, du point de vue de sa trajectoire personnelle. Donc et là, il le redit très clairement, et je trouve que c'est un marqueur assez fort. Oui, alors ça, c'est concernant effectivement François Fillon. Et c'est vrai que ce moment, il est assez intéressant concernant François Fillon, parce qu'il accepte d'aller suivre effectivement et de se plier à de nouvelles mœurs, mais bon, tout en résistant. Derrière toute posture de communication, il y a des arrière-pensées politiques. Et là, on voit bien quelles sont les arrière-pensées politiques. Moi, je le fais, il faut que tout le monde le fasse. Donc ceux qui ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Suivez mon regard. Voilà. Même s'ils pensent que tous les politiques n'ont pas forcément quelque chose à cacher. Voilà, mais donc autrement dit, comme vous avez bien dit, en fait, la guerre qui est de novembre dernier entre Copé et Fillon, elle va durer jusqu'en 2016. Elle va pas s'arrêter. Oui, celui qui a quelque chose à cacher, c'est Jean-François Copé. C'est ce qui sous-tend. Donc il dit moi j'ai rien à cacher. Wauquiez le montre tout de suite, tout le monde le montre tout de suite. Et puis il dit ceux qui ne veulent pas le montrer, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est QFD, c'est ce qu'il veut dire. Bon, le problème, c'est comme l'a dit Denis Bertrand, en réalité, on voit bien que François Fillon, il n'est pas dans son positionnement naturel. Il déteste ça. Et tout d'un coup, pour des arrière-pensées politiques, il essaie de tuer l'autre en allant tout de suite sur ce chemin. Qui lui est pas naturel. Ce qui ne lui est pas naturel. Et donc, quand on n'est pas sincère en politique, ça se voit comme un nez rouge sur la figure. C'est toujours la même histoire. Voilà. Donc, c'est toujours un peu le problème. Quant à Jean-François Copé, il est marrant. C'est extrêmement drôle. Il a dit sur Laurent Wauquiez, j'ai pas de commentaire à faire. Et puis, vous avez vu ce qu'il lui balance derrière? Infantile, etc. Heureusement qu'il n'a pas de commentaire, parce que s'il avait des commentaires à faire, je ne sais pas ce qu'il aurait dit. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit. Oui, c'est ça le spectacle, d'accord. Oui, il met en scène ses critiques. Avec l'incise, je veux croire qu'il ne le voulait pas. Enfin, je ne peux pas croire qu'il l'ait voulu. Je ne peux pas croire qu'il l'ait voulu. Du coup, on dit, alors il l'a peut-être voulu, et on n'y avait pas pensé. Un petit mot là-dessus, Philippe Lenschener. Est fascinante, parce que moi, je suis fasciné par l'impression que me donne François Fillon d'être spectateur du rôle qu'il semble jouer. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a obligatoirement une mythologie politique. Cette mythologie, c'est le gaullisme social, donc de son mentor Philippe Séguin, et puis auparavant de grands noms du gaullisme social, dont le général de Gaulle lui-même. Et donc, on voit très très bien que c'est sa culture, que c'est son rêve, que c'est ce qu'il aime, et c'est donc ce qu'il prône, et ce sont les mots qu'il emploie dans la lexicologie. Mais ensuite, il y a cette incroyable dichotomie entre le fait de dire et l'action. C'est-à-dire le fait de venir prendre une circonscription bien tranquille à Paris et de ne pas aller faire la bataille de la municipale. Mais ça, là, c'est tout le background, on n'a pas forcément ça en tête en permanence. Ah non, mais sauf qu'à un moment donné, il y a des attitudes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pour ça que n'oublions jamais une chose tout de même. C'est que nous ne voyons que des choses en studio, que des choses qui sont faites par le truchement d'interviews, et qu'à un moment donné... Ce que voient la plupart des gens. Ah, sauf qu'au moment où il y a une primaire, les gens voient bien la campagne. Et là, c'est quand même le gros abîme et le gros point d'interrogation de François Fillon. C'est-à-dire que dans une grande campagne, dans cet incroyable sport de haut niveau, dans cette Ligue des champions politiques qu'est la campagne politique, qu'est-ce que ça... Ah non, c'est très simple. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Et concernant Jean-François Copé, parce qu'on voit là que le concept de rassemblement qu'il a mis en œuvre, là, on prend un sacré coup. Jean-François Copé ne peut pas résister, il ne peut pas résister à ses tripes. C'est-à-dire que c'est un cogneur. Oui, et quand il dit « je ne ferai pas de commentaires », en fait, c'est peut-être ce qu'il voudrait faire, peut-être, non? Mais parce qu'il ne peut pas résister. Il a un surmoi bagarreur. Il est, là encore, si l'un est de l'école du gaullisme social, l'autre, à mon avis, que l'on qualifie à tort de bébé Chirac, est en fait bien le produit de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, et ça tape, quoi. Et il bagarre. Sauf qu'à un moment donné... Mais là aussi, on parlait de la cohérence tout à l'heure. Là aussi, il y a peut-être un petit problème de cohérence. Vous parliez de ce rassemblement, de cette posture de rassembleur qui est celle naturelle de chef de parti. Là, on voit bien que à la moindre occasion, il n'y a plus de posture de rassembleur. Je crois tout le monde est d'accord autour de cette table. Plus on parle d'unité et de rassemblement, moins il y en a en réalité. Ça, je crois que c'est évident. Et quand on se souvient en fait de l'état dans lequel était l'UMP au bord en fait du juridique, à un doigt de l'éclatement, ça ne va pas disparaître. Et donc
plus ils parleront d'unité et de rassemblement, moins ça disparaîtra d'un certain point de vue, parce que plus ça sera le symptôme du fait qu'ils veulent mettre cet écran pour cacher ce qui se passe. Et à la moindre occasion, on verra ressortir les choses. Travail qui peut sauver l'UMP. Il n'y a que le fait de se remettre au travail programmatique. C'est la seule chose. Pour finir l'émission, on va évoquer celui qui officiellement n'est plus là, mais dont l'ombre plane toujours sur l'UMP. Je veux parler bien sûr de Nicolas Sarkozy, qui donc pour l'instant s'est retiré de la politique, mais qui continue en marge de ses déplacements, de ses conférences, à rencontrer des dirigeants, alors comme David Cameron à Londres, Shimon Peres en Israël ou Manuel Barroso à Bruxelles, où il s'était rendu pour remettre la Légion d'honneur au ministre belge des Affaires étrangères. Regardez un petit reportage. Il s'en défend, mais à Bruxelles, Nicolas Sarkozy est bien venu faire de la politique. Sa mise en examen, c'est au travers d'un proverbe belge qu'il l'évoque. Faites comme à Liège, laissez pleuvoir. Bon, je laisse pleuvoir. Il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser un jour ou l'autre la place au soleil. Souriant, très détendu devant la presse belge, seul autorisé à assister à la cérémonie, il multiplie les allusions. Je précise les choses, je n'ai pas vocation à m'installer. Comme ici à l'affaire Depardieu. Je suis juste de passage. Et bien difficile de le croire retiré de la politique quand il ironise avec un plaisir certain sur la taxe à 75% de François Hollande. Derrière l'hommage à son ami qu'il décore, cette nouvelle allusion est limpide. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. Je précise que je ne parle que de la Belgique. Voilà, des blagues pour évoquer l'air de rien les sujets politiques et donner l'air de rien son avis sur ces sujets politiques. Alors là, il procède beaucoup par allusion, ce qui n'est pas le cas de son épouse, Carla Bruni, qui elle aussi est très présente dans les médias ces temps-ci et qui répond, elle, explicitement aux questions sur l'hypothèse du retour de son ex-président de Marie. Alors à l'écrit, comme lors d'une interview au quotidien El País, ça donne des choses parfois assez nettes. Ce n'est pas à l'heure du jour, c'est peu probable, mais en télé, à l'oral, on entend plein de nuances. Écoutez. Vous imaginez, Carla Bruni, sacrifier encore 5 années de votre vie si éventuellement Nicolas Sarkozy se représentait et était élu en 2017 ? Vous savez, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas un sacrifice. Vous savez, les sacrifices dans la vie des gens sont tout autres. Les gens manquent de tout. Ils sont souvent en grande difficulté. Ils sacrifient constamment leur liberté, leur plaisir. Les gens ne vivent pas avec plaisir, les gens sont dans des vies difficiles. Bien souvent, on ne veut pas parler de sacrifice pour une chose comme accompagner un homme dans une fonction aussi importante, aussi suprême et dans un endroit aussi extraordinaire. Non, c'était pas un sacrifice. Voilà, alors c'est pas l'heure du jour, mais en même temps, c'était pas un sacrifice. Voilà, on a l'impression que c'est des réponses toujours assez nuancées. Puis on se souvient aussi qu'en 2011, elle faisait un peu le même genre de réponse quand on lui demandait si Nicolas Sarkozy allait se représenter, puis finalement il s'est représenté. Donc du coup, on s'interroge sur qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire là, selon vous, Denis Bertrand ? C'est pas un sacrifice. Elle pratique l'évitement, à mon avis. C'est-à-dire qu'elle se réfugie dans un commentaire sémantique sur le sens du mot sacrifice. Et c'est ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est ce développement sur la notion de sacrifice. Je n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais elle explique. Elle évite pas du tout. Là, elle dit pas non. Et ça veut dire que là, elle vous dit très clairement que si ça devait se reposer, c'est pas un sacrifice. Donc, si c'est pas un sacrifice, ça se fera. Elle qui a tellement dit que c'était dur, finalement, quand même, elle serait prête à se sacrifier. Ce serait si facile de dire non. Oui, ce serait si facile. C'est ce qu'on se dit, effectivement. Ce serait très facile de dire non. Donc elle se tourne vers le passé. Si elle peut pas dire. Donc si elle ne peut pas dire non. Concerne l'histoire passée. Moi, je pense pas qu'il y ait une sorte de consentement à un avenir. Non, c'est n'insultons pas l'avenir. Je pense, oui, n'insultons pas l'avenir. C'est ce qu'elle dit dans une autre interview. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Voilà. Donc il peut donc réserver un retour. C'est quand même pas elle qui décide, donc de toute façon elle n'a pas un choix immense de réponses. Moi ce qui me frappe, c'est plutôt l'extrait sur Nicolas Sarkozy. Moi je pense que quand même il a une part de responsabilité dans la situation. C'est lui qui est responsable en partie de la situation de l'UMP. Je veux dire, on peut pas. Et je trouve que quand même, là, il a une manière de s'en détacher,
en fait, hein, qui est assez impressionnante. C'est vrai que c'est amusant de l'entendre faire des blagues, sa manière de... Et alors, c'est très drôle de voir aussi, alors vous dites, c'est lui qui parle, normalement, s'il doit revenir, c'est pas Carla Bruni, mais on imagine quand même qu'ils se parlent de temps en temps, et on se dit, si elle parle comme ça, ils en ont peut-être discuté ensemble, mais de voir les deux, lui qui fait des blagues, qui est complètement dans le registre de l'humour, qui fait des sous-entendus, puis elle qui refuse de démentir, c'est quand même surprenant le mix des deux, non? Déjà, il faut dire qu'à chaque fois que j'ai vu Nicolas Sarkozy remettre des médailles, il a toujours fait de l'humour. D'accord, mais là, il fait pas de l'humour sur n'importe quoi. C'est sa pratique habituelle pour détendre l'atmosphère. Bon, moi, je pense que la question, personne autour de cette table ne pense pas 5 minutes que Nicolas Sarkozy ne veuille pas revenir. C'est impensable. D'ailleurs, s'il s'intéresse tellement à ce que dit François Fillon, à ce que fait François Fillon, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'il n'y a que François Fillon qui est en mesure aujourd'hui de l'empêcher de revenir. Partons du principe qu'il veuille revenir, du coup, il y a bien une stratégie, parce qu'on a parlé des stratégies qu'ont eu les uns et les autres pour revenir, et sa stratégie, ce serait quoi alors ? C'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, il est dans... Je suis en train de déconstruire l'image que les Français ont de moi pour reconstruire une autre image de Nicolas Sarkozy, parce que c'est ça son problème. Son problème, c'est que tout le monde connaît Nicolas Sarkozy, tout le monde connaît ses qualités, ses défauts. Aujourd'hui, il veut montrer un autre visage, un autre type de personnalité. Voilà. Quand François Fillon dit si je reviens, si j'ai envie d'aller en 2016, c'est pas par devoir, mais c'est pas par envie, mais par devoir. Nicolas Sarkozy va dire non, moi si je reviens, c'est par envie. Pour sauver la France. Il va être dans une posture totalement différente. Donc la stratégie, pour moi, elle est totalement claire. Il déconstruit. La stratégie de Jean-François Copé est à lire à travers ça. Parce que Jean-François Copé, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, contre Sarkozy, je ne peux pas gagner. Donc je dis tout de suite que s'il revient, je ne serai pas candidat, alors que l'autre dit jusqu'au bout. Et il dit, je serai derrière Nicolas Sarkozy. Voilà, donc sa stratégie à Jean-François Copé, c'est si jamais Sarkozy revient, je suis derrière. Et si Sarkozy ne revient pas, je veux capter l'héritage, donc en étant montré comme étant le meilleur élève. D'accord. Et sur la stratégie du coup de Nicolas Sarkozy, ce que vous dites, il veut déconstruire l'image, mais comment il l'a déconstruit là dans ses extraits? À travers ses blagues, une espèce de posture un peu détachée. Mais d'abord aujourd'hui, il veut se montrer en dehors du monde politique et détaché. En même temps, il serre la main à tous les chefs d'État. Mais c'est normal. Mais enfin, on a l'impression que c'est nouveau pour un ancien chef d'État. Enfin, je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, quand il a quitté l'Élysée, il a fait le tour du monde. Je vous rappelle que Tony Blair. Mais lui aussi voulait revenir. Mais oui, mais bien sûr. Mais Tony Blair l'a fait, que Bill Clinton le fait, que tous les chefs d'État qui ont quitté leur fonction continuent à faire le tour du monde. Donc Nicolas Sarkozy, en ça, c'est pas une stratégie. En réalité, c'est une résultante de ses fonctions passées. Donc la stratégie, c'est la déconstruction. Pour moi, la stratégie, c'est celle-là. Et puis il y a une autre stratégie, évidemment, ce que vous dites tout à l'heure sur l'UMP. Non, c'est pas à cause de lui, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui l'UMP en est là, moi je ne dis pas que c'est à cause de lui, c'est grâce à lui. Il ne veut pas d'un autre leadership que le sien à la tête de l'UMP. Donc en fait le bordel a été un petit peu organisé. Je vous rappelle qu'il a tout fait pour inciter les uns les autres à aller à la primaire pour ne pas laisser Copé Fillon, parce qu'il ne voulait pas d'une victoire écrasante de François Fillon. La mémoire est ce qu'elle est, mais il ne faut pas oublier tout ça. Donc en réalité, non, c'est pas vrai. Moi je pense que aujourd'hui la situation de l'UMP, elle est notamment due au fait qu'il n'a pas aidé à résoudre la solution. Il a même aidé à tout ça. Sur l'autorité réaffirmée par le détail, par des biais, je crois qu'il y a un tout petit événement dans son discours là, lors de la remise de la Légion d'honneur, qui est un regard qu'il a. Il part dans un regard en l'air pour évoquer les fameux 52, au-delà des 52%. Et ce regard est absolument... Sur les taxations. Sur les taxations. Ce regard est absolument terrible de sens. Il dit quoi? Il dit l'insulte. Il dit littéralement l'insulte. C'est-à-dire, il dit l'insulte pour qui? Pour ceux qui le font? Pour François Hollande. Il traite François Hollande d'imbécile, ce regard. Mais je crois littéralement. C'est-à-dire, aller au-delà des 52%, c'est quelque chose de tellement absurde. C'est le regard, ce regard qu'on peut... Pour s'autoriser ce regard-là, il faut s'affirmer en position d'autorité. D'accord, donc il faut être très sûr de soi, d'accord, comme quoi le diable est dans les détails. Un dernier petit mot pour conclure, Philippe Lenchener, sur ces images et cette stratégie du retour, possible ou pas? Eh ben, je trouve qu'on a commencé l'émission avec 2 personnes et qu'on la termine avec une 3e, et ça dit beaucoup, quoi. D'accord. Ça dit beaucoup. Avec cela dit, Carla Bruni, il y a quand même un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est que... Alors peut-être que c'est un détail, mais puisque vous avez dit que le diable était dans les détails, je trouve très fin de sa part qu'elle recolle des marqueurs de gauche et des marqueurs populaires dans sa remarque. C'est-à-dire que... Voilà. Et si je rattache ça à ce que vient de dire Michel, dans la déconstruction, c'est très très intéressant. C'est très intéressant, parce qu'il faudra reconstruire ensuite, il faudra reconstruire sur de l'effort, mais de l'effort juste.
Et donc c'est très intéressant. Penser aux classes populaires. Oui, c'est très intéressant. On a dit que Nicolas Sarkozy n'avait peut-être pas assez fait, l'image du président bling bling, etc. Donc voilà. Bon, ben, on a commencé l'émission avec 2, on a un 3e. Finalement, on aura parlé de 4 candidats. Merci à tous les 4, enfin 4 candidats potentiels. Pour l'instant, voilà. On attend de voir les suivants. Merci. Merci à tous les 4. Merci à Marie Lebon et à Quentin Calmet qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charbas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants-les. C'est qu'aujourd'hui, dans les cours d'école, quand on dit t'as menti, on dit t'as fait une cahuzac. T'as triché, on dit t'as fait une copée. Quand vous avez ça pour des gamins de 10-11 ans, c'est mort. L'opinion publique, elle est marquée. Et quand t'as perdu, et Fillon, qu'est-ce qu'on dit, Fillon? Fillon, on dit, c'est un truc. Quand on refuse 2 fois l'obstacle, il faut abattre le cheval. Ah ben oui. Moi, je me mets à leur place. Ah bah, si vous passez.